Merci de m'accueillir, je m'appelle France Arbois-Calas, je suis universitaire, je viens de l'Université de Montpellier, je suis maître de conférence dans le domaine de l'épistémologie de la santé publique et de l'épistémologie d'une façon générale, c'est-à-dire réfléchir sur le rapport à la connaissance et à la connaissance scientifique. Et je suis également étudiante en deuxième année à l'école du shiatsu thérapeutique de Bernard, sur le site de Montpellier. Donc la présentation que je vous propose aujourd'hui s'intitule « Le système de santé français à l'épreuve des médecines non conventionnelles, incluant le shiatsu ». Et je vous propose d'analyser la pertinence d'un changement de paradigme. Parce qu'il me semble que ce qu'on vient de se dire ce matin, et notamment l'intervention précédente, semble montrer que même si, enfin en tout cas avec peut-être les apports que je vais vous faire, même si on arrivait à établir un niveau de preuve, ce qui semble quand même compliqué étant donné que ces pratiques ne sont pas construites dans le même paradigme que la médecine conventionnelle. Donc même si on arrivait à bien observer Jupiter avec une paire de jumelles, puisque les essais randomisés contrôlés, on peut les comparer à une paire de jumelles pour observer Jupiter, qui serait les médecines non conventionnelles, l'outil n'est pas adapté à l'objet en fait. Donc même si on y arrivait, est-ce que le gouvernement français accepterait de les intégrer? Et c'est ce que je vous invite à réfléchir avec moi aujourd'hui. Compte tenu du timing, je vais passer très vite sur la première partie, sur le contexte en France et dans le monde de ces dites pratiques de soins non conventionnels, pour insister sur les apports du paradigme de la complexité, pour comprendre la situation française et le blocage dans lequel on se trouve en France, et envisager ensuite des pistes d'évolution possibles en regardant ce qui se passe dans d'autres pays. Donc contexte en France et dans le monde très rapidement. Donc toutes ces pratiques, médecine alternative, douces parallèles, complémentaires, traditionnelles, non conventionnelles, ces termes sont souvent utilisés de façon équivalente pour l'OMS parce qu'elles englobent des thérapies médicamenteuses qui impliquent donc l'usage de médicaments à base de plantes, parties d'animaux, minéraux, thérapies non médicamenteuses administrées sans usage de médicaments, comme dans le cas de l'acupuncture, des thérapies manuelles et des thérapies spirituelles. Donc le shiatsu rentre dans cette définition. Toujours dans le contexte, selon une revue systématique récente, donc une revue assez puissante de littérature, il semble que le recours à ces médecines non conventionnelles est variable, mais concerne une large part de la population mondiale, allant d'un quart à presque 3/4 selon les pays. Les raisons pour lesquelles les populations se tournent vers ces médecines varient d'un contexte à l'autre. Si on regarde en Afrique, par exemple, on a un guérisseur pour 500 personnes, versus un médecin de médecine conventionnelle pour 40 000 personnes. Donc on peut supposer que là, le choix de s'orienter vers les médecines traditionnelles ou non conventionnelles pourrait être un choix par défaut, ou en tout cas est dicté par le contexte de l'offre et de la demande. Dans d'autres pays, notamment les pays asiatiques, c'est un petit peu différent parce que le système de médecine conventionnelle y est bien intégré souvent, et c'est plutôt pour des questions possiblement d'héritage culturel ancré que ces pratiques de soins non conventionnels sont mieux intégrées. Donc les organismes internationaux soutiennent ces pratiques de soins. Le Parlement européen, dans une résolution en 1997, disait déjà que la chiropraxie, l'homéopathie, le shiatsu étaient considérés comme des médecines non conventionnelles dignes d'intérêt et pour lesquelles il fallait augmenter la vitesse d'évaluation, les programmes de recherche et vérifier l'innocuité et l'efficacité de ces pratiques. Donc il y a plusieurs plans de stratégie mondiale depuis 2002. Actuellement, l'OMS envisage comment on pourrait approfondir l'intégration responsable et la coopération globale entre ces différentes pratiques. Donc il y a un soutien des institutions au niveau international. Mais en France, si on va sur le site du ministère de la Santé, on a tout un dossier consacré aux pratiques de soins non conventionnels. Et on peut lire que leur point commun est qu'elles ne sont ni reconnues au plan scientifique par la médecine conventionnelle, ni enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé. On peut lire aussi que la connaissance de ces différentes pratiques est encore incomplète, voire insuffisante, et que les patients doivent donc être informés sur l'utilité possible de certaines, mais proposées à titre complémentaire, mais également être mis en garde sur le risque de perte de chance lié à certaines d'entre elles. Donc on sent déjà, et je vous invite, si ce n'est pas fait, à aller voir sur le site et regarder, et c'est ce que j'ai fait, une petite analyse lexicale de comment les choses sont présentées, médecine conventionnelle versus les autres. Donc en France, on trouve déjà une résistance à l'intégration des médecines non conventionnelles au système de santé, allant même jusqu'à s'opposer au Parlement européen en confisquant le titre de médecine à ces pratiques de soins parfois millénaires. Le ministère de la Santé considère que lorsque la pratique n'a pas apporté scientifiquement la preuve de son efficacité, via
les canons des essais randomisés contrôlés, le terme de médecine est à proscrire. Et il y a une volonté d'opposer, en fait, de façon très binaire. D'une part, médecine conventionnelle, et d'autre part, médecine non conventionnelle au pluriel, dans laquelle on regroupe de façon indifférenciée des choses aussi différentes que l'ostéopathie, la chiropraxie, la mésothérapie, la lipolyse, l'homéopathie, la naturopathie, la réflexologie, le jeûne, le qigong, le tai chi, la sophrologie. Donc des pratiques qui ont peut-être certainement le point commun de relier corps-esprit, on va y revenir dans les diapos suivantes, mais qui sont quand même basées sur des épistémologies potentiellement différentes sur d'autres aspects. Mais il y a quand même une volonté de faire un paquet indifférencié versus la médecine conventionnelle. Si on fait une analyse lexicale de ce site, sur le site du ministère, on se rend compte qu'en fait la médecine conventionnelle est associée à une confiance liée à une pratique efficace et de qualité, et ce package de pratiques de soins non conventionnels s'associe à une méfiance liée à leur méconnaissance, leur manque d'efficacité supposée. Mais côté médecine conventionnelle, des risques maîtrisés. Côté pratique de soins non conventionnels, des pratiques risquées qui peuvent faire courir un danger aux patients. Côté médecine conventionnelle, des méthodes d'évaluation validées, forcément. Et côté pratique de soins non conventionnels, problème d'évaluation dû à un manque de rigueur, une insuffisance dans le nombre d'études. Des diplômes reconnus et de qualité, et du côté des pratiques de soins non conventionnels, une absence ou une reconnaissance de diplôme académique et un coût excessif. On ne parle pas de coût excessif du côté médecine conventionnelle. Donc si on regarde en fait ces arguments-là, j'ai pris juste quelques-uns. Coût excessif par exemple, si on regarde récemment, l'UFC Que Choisir a fait sortir un communiqué qui tire la sonnette d'alarme sur le fait que les praticiens en secteur 2 exagèrent trop sur les dépassements d'honoraires et que ça creuse de façon terrible les inégalités sociales de santé. Mais ce n'est pas présent en fait cet argument sur le site du ministère, et on peut s'en étonner puisque c'est quand même une information qui a été rendue publique. D'autre part, au niveau de l'évaluation, le problème de l'évaluation, même s'il y a des revues scientifiques qui publient des études qui sont menées sur ces pratiques de soins non conventionnels. Même si la revue Trials que j'ai mise là, depuis 3 ans, elle les refuse maintenant. Les études comparatives, les études d'essai qui portent sur les pratiques de soins non conventionnels. Mais peu importe, il y a d'autres revues reconnues par la communauté scientifique qui publient avec des niveaux de preuve qui sont plutôt dans le haut du tableau, voire jusqu'à A pour l'acupuncture. Et malgré tout, sur le site du ministère en France, on a cette binarité et cette disqualification. Donc comment expliquer ce scepticisme du système français vis-à-vis de ces médecines non conventionnelles? Et donc, moi je vous invite à examiner un autre argument que l'argument purement du marché, de la concurrence économique ou d'autres arguments qui ont pu être amenés, c'est celui de l'épistémologie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une mauvaise compréhension de ce que sont ces médecines. Et pourquoi il y a une mauvaise compréhension? Parce que le paradigme dans lequel on a construit la science en France, c'est un paradigme cartésien qui obéit à des principes de pensée simplifiante. À gauche, vous le voyez à gauche du tableau. Dans la pensée simplifiante, principe dualiste de causalité linéaire et de disjonction, ce sont des principes qui dérivent des 4 grands préceptes de Descartes dans la méthode. Et Edgar Morin, entre autres, s'est intéressé à la pensée complexe et a proposé des principes alternatifs, principes dialogiques, récursifs, hologrammatiques. Donc, je vous présente quelques exemples. Le principe dualiste, c'est la pensée en noir et blanc. On oppose les points de vue sur un même phénomène sans jamais les réunir. Dans le principe dialogique, on va dire, certes, on maintient le noir et le blanc. C'est important de distinguer les choses pour les comprendre. Si on tombe dans l'anomie, dans quelque chose d'homogène, donc on distingue le noir et le blanc, mais on comprend qu'en fait, le noir dépend du blanc pour exister, le blanc dépend du noir pour exister. Il y a une interdépendance de l'un et de l'autre. Et donc, on retrouve le principe du yin et du yang, où en fait, ce sont des oppositions relatives, mais l'un est indispensable à l'existence de l'autre. Sur le principe de causalité linéaire, une cause A va donner une conséquence B, donc on chope un germe, on a une infection, on développe une maladie infectieuse. Le principe récursif, lui, il considère que la conséquence, donc il y a toujours la linéarité, A va donner B, mais B va rétroagir sur A. Les conséquences renforcent les causes, il y a auto-production et auto-amplification des phénomènes. Et ici, on peut retrouver potentiellement le lien entre le sang et le qi. Alors, vous êtes sûrement plus avancé que moi, puisque je ne suis qu'en 2e année, mais il me semble que
Le sang va nourrir le chi et qu'en retour, le chi va permettre au sang de se mettre en mouvement. Donc les deux s'engendrent mutuellement, il n'y a pas une causalité linéaire stricte de l'un à l'autre. Et donc là aussi, on n'est pas dans un paradigme de pensée simplifiante pour penser ces éléments-là. Le principe de disjonction, c'est celui qui permet en médecine conventionnelle d'élaborer 30 à 40 spécialités médicales pour les médecins qui pratiquent en médecine conventionnelle, qui vont être ORL, gastro-entérologue, cardiologue, néphrologue, etc. Donc le corps est coupé en une multitude de petites parties, ce qui permet une expertise très fine dans un domaine, et ça c'est indéniable. Mais le revers, c'est qu'on a du mal ensuite à se comprendre, à faire des liens entre les organes touchés. Là où le principe hologrammatique d'Edgar Morin dit que c'est important de considérer que le tout est une somme de parties, certes, mais aussi que la partie a une information sur le tout. Et ça, on s'en rend compte en médecine chinoise avec les prises des pouls radio. Même si chaque pouls est associé à un organe ou un méridien, le déséquilibre d'un pouls peut renseigner sur la désharmonie globale du système. Et donc là aussi, on a une autre logique qui se met en place. Alors le problème en France, c'est qu'on est très à l'aise avec ce type de tableau. Et je suis sûre que, j'espère que dans ma présentation, vous dites, oui, c'est logique, en fait. Et c'est là qu'est le piège. Parce que si on est à l'aise avec ce type de tableau qui binarise les choses, qui oppose pensée simplifiante et pensée complexe, ça montre qu'on est piégé dans ce que Edgar Morin appelle le paradigme de simplification. En France, on a été formé comme ça. On a été formé à distinguer les choses et à les opposer. Là où Edgar Morin, pour entrer dans le paradigme de complexité, il nous dit qu'il faut faire sauter la limite entre les deux et sentir sa pensée qui fait ça. Sa pensée qui s'assouplit entre les différents principes. Et c'est là qu'on peut résolument être intégratif. Mais ça, on n'a pas appris à le faire. En tout cas, et manifestement, on peut dire que peut-être le ministère de la Santé n'a pas appris à le faire non plus, puisque dans la présentation, en tout cas, qui est faite sur le site, il y a quelque chose d'extrêmement binaire et de mauvaise foi. On analyse les arguments les uns après les autres. Donc, quelles évolutions possibles ? On peut regarder ce qui se passe à l'étranger. J'ai fait une partie de ma thèse de doctorat en Inde, et je me suis aperçue qu'en Inde, le système de santé indien ne ressemble pas du tout au système de santé français. Il y a un véritable pluralisme médical. Et l'Ayurveda est présenté vraiment comme une médecine intégrative dès ses textes ancestraux, dès la base de son enseignement. Donc pluralisme médical, en Inde comme ici, les Anglais ont amené en Inde la biomédecine, la médecine conventionnelle qu'on connaît ici. Mais il y a une myriade d'autres systèmes de médecine reconnus par un ministère qui s'appelle le ministère Ayush, Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha pour la médecine des Siddhars du sud de l'Inde, homéopathie. Et ce ministère réglemente les formations, alloue une certaine somme pour mener des recherches et permet à ces différents systèmes d'être reconnus. Et dans la pratique, les patients peuvent avoir un chemin de soins, un chemin thérapeutique en allant consulter de l'un à l'autre et en étant guidés entre praticiens. Et dans les textes ancestraux de l'Ayurveda, donc je vous ai mis un extrait en rouge, par conséquent, toute connaissance propice à la santé, la longévité, la notoriété et l'excellence doivent être reçues, assimilées et utilisées avec sérieux, même si elles proviennent d'une source extérieure. Donc, si la source est extérieure, on ne l'écarte pas a priori, on l'examine, et si on la pense digne d'intérêt pour améliorer la santé, même si elle ne passe pas les épreuves des contrôlées, on peut se dire qu'elle est peut-être digne d'intérêt et on va voir si on peut en faire quelque chose. Donc benchmarking, regardez comment ça se passe dans d'autres pays, comptez sur les politiques européennes puisqu'on voit qu'il y a une montée des médecines non conventionnelles en Europe, encourager les initiatives locales qui ont déjà cours en France, même si on a vu ce matin que c'est parfois au prix de difficultés de la part des personnes qui s'engagent pour essayer de les faire reconnaître et de les faire vivre dans les hôpitaux publics et les CHU. Les associations de patients, les initiatives locales qui se propagent par essaimage. Ce que moi j'essaye de faire à titre personnel dans mon travail à l'université, c'est accompagner le changement de paradigme par la formation. Donc former à la complexité pour sortir de la pensée duelle, parce qu'il me semble que c'est un des axes essentiels pour arriver à les intégrer, ces fameuses médecines dites alternatives ou complémentaires. Mais il s'agit aussi d'ouvrir une véritable réflexion, certes scientifique, mais aussi professionnelle, administrative et législative. Et là, on a besoin d'agir sur tous les fronts, et notamment d'agir au niveau des élus pour faire entendre cette nécessité.
Je suis allée très vite et simplement pour vous dire que je n'ai pas amené d'exemplaire parce qu'il n'est pas encore publié, j'ai pris un peu de retard. Mais ce que je vous ai raconté là est une petite partie d'un ouvrage en préparation qui s'appelle « Sortir du cadre, repenser la santé pour faire face aux défis du XXIe siècle ». Voilà, et j'espère qu'il pourra vous intéresser quand il sortira bientôt, j'espère d'ici 2 mois. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.